C'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. En voici les titres. Deuxième session ordinaire du Conseil communal d'Abomey-Calavi ce mardi. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans la salle de réunion de la mairie en présence du maire et de ses conseillers. Et puis au Liban, des centaines de réfugiés palestiniens manifestent dans un camp proche de Beyrouth. Ils protestent contre la conférence de Bahreïn qui a débuté hier sous la houlette des États-Unis. Et puis d'autres informations d'ici d'ailleurs sont aussi à suivre dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Une fois encore, merci de préférer Eden Télévision pour vous informer. Ouverture de la deuxième session ordinaire du Conseil communal d'Abomey-Calavi. La cérémonie a eu lieu ce mardi en présence du maire Georges Bada et de ses conseillers communaux. Reportage signé de Horacia Djodji, Romarque Devoshi. Cette session ordinaire est la deuxième pour le compte de l'année 2019 à la mairie d'Abomey-Calavi. Elle a réuni les conseillers communaux et les chefs d'arrondissement. Dans ses propos d'ouverture, le maire Georges Bada a rappelé l'importance de la rencontre qui est une occasion pour consolider les rapports avec les partenaires de la mairie. Votre présence ici ce matin n'est donc pas un simple échange de bons procédés. Elle est surtout la marque indélébile des liens de coopération qui existent désormais entre vous et notre institution. Elle est aussi le témoignage de notre aspiration commune à bâtir sur les fondamentaux que constituent la démocratie à la base et le partenariat public-privé qui contribuent sans nul doute l'une et l'autre au développement économique et social durable de notre chère ville. 15 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Il s'agit entre autres de procéder à l'examen et à l'adoption du compte administratif gestion 2018, de l'organisation de la prochaine fête du 1er août 2019, du processus de sécurisation des actes administratifs au niveau des villages et quartiers de ville. Le maire Georges Bada a exhorté donc les participants à des réflexions fructueuses pour l'atteinte des objectifs de la commune et l'épanouissement des population d'Abomey-Calavi. Je sais pourquoi nous pouvons compter sur votre assiduité. La perspicacité de vos analyses ne vont pas nous manquer pour l'atteinte des objectifs de cette session. C'est pourquoi je souhaite vivement que tous nos travaux se déroulent dans la convivialité et dans un esprit de tolérance. La deuxième session ordinaire intervient au lendemain des législatives d'avril 2019. Au cours de la rencontre, le conseil communal a procédé à l'intégration de Hakim Zekbon en remplacement de l'ancien chef d'arrondissement de Révier, Nathanaël Sopo-Ekpe, actuellement député à l'Assemblée nationale. Il a également procédé à l'élection du nouveau chef d'arrondissement de Révier, Patrice Houyeva. Et justement, le nouveau chef de l'arrondissement de Révier présente ici ses projets et plans de réalisation pour l'arrondissement de Révier. Propos recueillis par Horacia Djodji et Romarique Devoshi. Je dois remercier tout le conseil communal pour la confiance renouvelée. Vous savez, le même conseil, déjà au début de la mandature, a cru en moi en me confiant la compliquée tâche de la commission des affaires domaniales et environnementales de la commune d'Abomey-Calavi. Ce même conseil communal, avec cette majorité écrasante ce matin, vient de me confier l'arrondissement de Révier. Je pense que pour moi personnellement, c'est le sens de satisfaction que j'éprouve, c'est un sentiment de satisfaction, mais en même temps, c'est un appel qui m'est lancé. Je pense que mes priorités seront déjà, comme je le disais rapidement tout à l'heure, de faire en sorte que les populations de Révier se sentent plus rassurées dans la gouvernance. C'est de faire en sorte que la gouvernance locale soit véritable au niveau de cet arrondissement. J'ai dit la dernière fois, pendant que je prenais déjà service en tant qu'intérimaire à Révier, qu'il faut redonner la vie de la décentralisation à nos villages. Parce que vous savez,
très peu sont nos villages qui fonctionnent correctement comme le souhaite la décentralisation. Nous devons redonner le pouvoir à la base. Le pouvoir à la base, c'est de faire tourner les conseils de village. Quand dans un arrondissement, les conseils de village ne tournent pas, l'arrondissement en lui seul ne pourra rien faire. Nous devons faire tourner les conseils de village afin de faire le nivellement par le bas. Le nivellement par le bas signifie qu'il faut permettre aux chefs de village et aux conseillers à la base de ressortir l'ensemble des éléments d'appréciation qui nous permettent de porter efficacement la voix au conseil communal. Vous êtes CA, si vous n'avez pas le vivier en bas, vous ne pouvez pas représenter l'arrondissement au conseil communal. Éducation à présent, l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP a démarré ce lundi 24 juin 2019 sur l'ensemble du territoire national. Ce mardi, c'était la deuxième journée des compositions constat au centre de composition du lycée Coulibaly à Cotonou avec Linda Kao et Fiacre Voitan. Ils sont au total 704 candidats répartis dans 22 salles à composer depuis ce lundi au lycée technique Coulibaly de Cotonou pour le compte du certificat d'aptitude professionnelle session de juin 2019. Les aspirants au CAP composent ici dans 2 filières et aucun incident majeur n'a été enregistré depuis ce 24 juin. Ça se déroule normalement sans aucun incident. Tout se passe très bien. On a 2 filières en sciences techniques administratives et de gestion. Il y a la filière employé de bureau et la filière aide comptable. Au niveau de la filière employé de bureau, il y a eu 114 candidats. Au nombre de ces 114, 9 sont absents. Et au niveau de la filière aide comptable, il y a 530 candidats. Et parmi ces 530, 12 ont répondu absents. Quant aux candidats, ils se disent satisfaits des différentes épreuves dans lesquelles ils ont eu à plancher. Les épreuves d'hier étaient abordables. Bon, enfin, IEJ, c'était moyen. Maths financière, de mon côté, moi j'ai trouvé ça assez simple, comparé à ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, on a fait comptabilité. Comptabilité, c'est pas trop ma matière, donc. J'ai trouvé ça moyennement au-dessus de mon niveau. Mais c'était abordable. J'ai pu faire quelque chose comparé à d'habitude. C'était les épreuves abordables de notre niveau. J'ai aimé les épreuves que nous avons vues. La comptabilité est une matière vraiment... Mais si tu es fort, n'importe comment ça attaque quoi. Bon, moi, j'ai eu un peu de difficulté là-dedans en fait. La composition d'hier, c'était plus ou moins abordable. On s'attendait à quelque chose de plus corsé vu ce qu'on nous impose dans notre collège. Mais là, c'était clean. À part quelques questions qui nous ont peut-être embrouillé. Bon, des notions qu'on n'avait pas eu à réviser avant et qu'on a révisé, qu'on n'a pas vraiment assimilé. Mais les matières d'hier étaient bien. Rappelons que le certificat d'aptitude professionnelle prend fin dans la journée de ce mercredi 26 juin 2019. Et puis, en dehors du Bénin, le Nigeria se révèle comme le plus grand consommateur de viande de l'Afrique de l'Ouest. Selon les informations, le principal marché à bestiaux de Lagos accueille 50 camions de viande chaque jour. Reportage. Des dromadaires par dizaines prêts à être vendus, mais aussi des centaines de vaches qui attendent un nouveau propriétaire. Sur le marché d'Ilela, dans l'extrême nord du Nigeria, frontalier avec le Niger, éleveurs et grossistes négocient quotidiennement le prix de bêtes venues de tout le Sahel. Les éleveurs des pays voisins, Mali, Burkina, Niger, amènent leur bétail pour le vendre ici. Ils repartent ensuite avec leur argent, en toute sécurité. Ousmane est un éleveur peul venu du Mali. Avec son troupeau, il a parcouru plus de 500 km. 10 jours pour rejoindre ce marché. Le voyage est long, mais il en vaut la peine. Au Nigeria, les vaches se vendent beaucoup plus cher qu'au Mali ou au Niger. Il est difficile de vendre mes vaches au Mali ou au Niger. Quand je viens sur ce marché international au Nigeria, je les vends bien et je gagne de l'argent. Je préfère toujours venir ici. Une fois les transactions terminées, la majorité des bêtes sont chargées dans des camions. Direction Lagos et ses 20 millions d'habitants à nourrir. 1000 vaches arrivent chaque jour sur ce marché. Rien que pour le bétail, nous consommons au moins 200 camions par semaine à Lagos pour alimenter la ville.
Ici, l'hygiène est sommaire, mais la quantité est au rendez-vous. Les négociations durent toute la journée et il y en a pour toutes les bourses. Le prix d'une vache varie entre 350 et 1000 euros selon sa taille et sa santé. Particuliers, intermédiaires ou grande distribution, tout le monde vient s'approvisionner au marché de Lagos. Si j'achète 2 vaches, je les mets dans une voiture ou sur une moto pour les emmener à l'abattoir. Et après les avoir préparées, je les vends à mes clients. En pleine croissance démographique, le Nigeria consomme 380 000 tonnes de bœuf par an et il en consommera 3 fois plus d'ici à 2050. Le secteur est en pleine expansion, mais il reste très fragile. L'élevage reste majoritairement traditionnel et le conflit lié à l'accès à la terre a fait des milliers de morts entre agriculteurs et éleveurs ces dernières années. 5 rhinocéros noirs, une espèce en danger, ont été installés dans le parc national Akagera du Rwanda après un long voyage depuis la République tchèque. On écoute Véronica Verekova, bien sûr, patronne de rhinos d'Europe vers le Rwanda. C'est mon plus grand plaisir d'amener 5 rhinocéros d'Europe. C'est un don. Il n'y a pas d'argent en jeu. Ces rhinocéros ont été donnés individuellement par des membres de l'Association européenne des eaux et aquariums et c'est l'animal le plus menacé. Donc l'acheter n'a aucun sens, je crois. Nous ne devrions pas chiffrer les animaux les plus menacés. Ils n'auront pas de mal à s'adapter ici. C'est un habitat merveilleux. C'est un endroit merveilleux pour les rhinocéros noirs. Je ne pense pas qu'il y aura un problème. Ça prend du temps, mais heureusement que c'est une espèce qui s'adapte bien. Et je suis sûr que dans 6 mois ou 1 an maximum, qu'ils s'en sortiront bien ici. Cela contribuera à notre objectif national de doubler en 2024 de 44 à 800 millions de dollars et les revenus supplémentaires qui seront réalisés grâce à ces pratiques de conservation contribueront également au bien-être des communautés voisines. D'un coup d'œil d'expert, Michel Moine, 70 ans, inspecte les brassées de rhubarbe fraîchement récoltées dans un champ, à côté de l'exploitation familiale à Certigny. Eh bien, le patriarche a relancé le vin de rhubarbe dans les années 80 et 30 ans plus tard, eh bien, ses fils et petits-enfants veillent sur la production de la plante potagère. Reportage. Le vin de rhubarbe était la boisson des pauvres dans les Vosges quand le phylloxéra a ravagé les vignes. Les paysans n'avaient pas les moyens d'acheter du vin, donc ils en ont fait avec de la rhubarbe, de la framboise, de la grosseille. La récolte dure une dizaine de jours à raison de 6 tonnes ramassées par jour entre mai et juin. Au matin, les cueilleurs arrachent le légume puis déposent les tiges en bordure de champ. Viennent ensuite les coupeurs qui enlèvent avec un couteau la ligule amère à une extrémité et la feuille toxique à l'autre. L'histoire a commencé comme ça, tout petit, avec un bidon de 200 litres. Et puis on s'est un peu pris de passion avec ça et on a mis au point des recettes modernes. Et donc on arrive à faire des vins, entre guillemets, des tranquilles, des pétillants, des secs, des moelleux, toute une gamme, des jus de fruits, des gelées, des vinaigres. Et ouais, c'est un super métier, quoi. Le jus est ensuite transvasé dans des cuves en inox thermorégulées avec du sucre et des ferments. La fermentation dure 2 ans en plusieurs étapes. La 3e année, le vin est embouteillé et mis sur le marché 2 ans après. Les bâtons sont découpés, défibrés, broyés dans une machine fabriquée sur mesure par Damien Moine, le second fils, puis envoyés dans un pressoir mécanique. Nous sommes allés en Belgique pour aller chercher des techniques sur la culture de l'endive et un personnage était là, nous a vendu des pieds de rhubarbe. Alors on est revenu à des techniques endives et des pieds de rhubarbe pour les vendre avec pour objectif de les vendre en frais. Et puis on a essayé de faire quelques bouteilles de vin de rhubarbe pour la famille. Ça s'est développé de cette façon-là. Quelques 12 000 pieds recouvrent 3 hectares de parcelles plantées autour de l'exploitation, située en hauteur à raser, hameau de la commune de Certigny, un territoire vallonné et forestier.
Au Liban, des centaines de réfugiés palestiniens manifestent dans un camp proche de Beyrouth. Ils protestent contre la conférence de Bahreïn qui a débuté ce mardi sous la houlette des États-Unis et soutiennent la décision prise par Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Eh bien, la réunion a eu lieu en l'absence des représentants palestiniens. Les choses s'annoncent donc très compliquées. Les précisions dans ce reportage. De la paix à la prospérité, c'est le nom de la conférence qui s'ouvre aujourd'hui à Bahreïn. Elle est dirigée par le gendre et conseiller de Donald Trump, Jared Kushner. Une conférence de 2 jours qui a pour but d'exposer le volet économique du plan des États-Unis pour relancer le processus de paix au Proche-Orient. Parmi les invités, Christine Lagarde, la patronne du FMI, le secrétaire américain au Trésor ou encore les ministres des Finances des pays du Golfe. Une réunion boycottée par l'autorité palestinienne qui estime que les États-Unis, alliés d'Israël, cherchent à acheter les Palestiniens. Les dirigeants palestiniens emmenés par le président Mahmoud Abbas ont examiné tous les documents qui ont été présentés. Nous avons réalisé que cette conférence économique au Bahreïn allait être une réelle ineptie. Ce sont juste des travaux théoriques pour demander 60 milliards de dollars. Nous ne savons pas d'où vient cet argent. Ce qu'Israël et les États-Unis essayent de faire aujourd'hui est de normaliser les relations entre les Arabes au détriment des Palestiniens. Nous n'acceptons pas cela et nous le rejetons totalement. Aujourd'hui est un jour de colère. Partout, les Palestiniens sont unis derrière la direction du président Abbas. Les États-Unis affirment, eux, essayer une nouvelle approche pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. Ce week-end, l'administration américaine a précisé espérer lever 50 milliards de dollars pour des projets concernant les infrastructures, l'éducation ou encore le commerce au profit de la Palestine. De son côté, Israël a critiqué les dirigeants palestiniens. Je ne comprends pas comment les Palestiniens, avant même d'avoir entendu parler du plan, peuvent le rejeter catégoriquement. Ce n'est pas comme ça qu'on avance. Hier, des centaines de Palestiniens ont manifesté contre cette conférence, manifestations qui ont eu lieu à Ramallah, à Naplouse ou encore à Hébron. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal Sud Télévision. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Portez-vous bien. Au revoir.